À la une de l'actualité, en Égypte, les bureaux de vote ont ouvert ce samedi pour un référendum sur une révision constitutionnelle autorisant le président Sisi à prolonger son mandat. En République démocratique du Congo, la Cour de cassation à Kinshasa a annulé un jugement du 21 juin 2016 qui condamnait Moïse Katumbi à 3 ans de prison dans l'affaire dite Stupis. Et puis en Libye, quelques milliers de personnes, parfois vêtues du célèbre vêtement fluorescent, manifestent pour dénoncer l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Les Égyptiens votent ce samedi lors d'un référendum sans suspense sur une révision constitutionnelle devant permettre au président Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, de prolonger son mandat et de consolider son pouvoir. Au total, quelques 62 millions d'Égyptiens sur une population de près de 100 millions sont enregistrés comme électeurs et sont appelés à se rendre dans l'un des quelques 13 000 bureaux de vote dans le pays. Ils sont appelés à voter pour un référendum sur une révision constitutionnelle autorisant le président Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, à prolonger son mandat et à consolider son pouvoir. Ce dernier a d'ailleurs voté ce samedi au Caire dès l'ouverture des bureaux de vote à 9h locales, 7h GMT, selon des images de la télévision d'État. Le scrutin qui sera ouvert jusqu'à lundi soir devrait donner sans surprise la victoire du président Abdel Fattah al-Sisi et à ses partisans. Les résultats sont prévus dans les prochains jours. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision doit accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Il prévoit aussi un quota de 25% de femmes au Parlement. Au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a démissionné ce jeudi à la veille du vote d'une motion de censure déposée contre lui par les élus de la nation. Il s'agit d'une première dans l'histoire du pays que des parlementaires du parti au pouvoir décident de voter contre le gouvernement. Ce vendredi, quelques 200 personnes s'étaient rassemblées devant l'Assemblée nationale pour dire merci aux élus de la nation pour ce acte qu'elle qualifie de courageux. Ce que nous avons entendu et obtenu hier soir, à savoir obtenir la fuite de Boubèye, c'est le résultat d'un combat mené par l'ensemble du peuple, de tous les corps sociaux, professionnels, spirituels. Et pour une fois dans l'histoire de la démocratie, les députés se sont inscrits dans ce combat républicain en prenant leur courage au risque de la dissolution. Et ce courage assumé par les députés est un acte qui agrée le peuple malien. Donc c'est pour venir dire aux députés, bravo pour leur courage. Et c'est aussi leur dire que chaque fois qu'ils s'inscrivent dans ce genre de combat, ils bénéficieront du soutien du peuple. Et chaque fois qu'ils s'éloigneront de ce combat, ils trouveront le peuple contre eux. Donc nous sommes là, nous sommes un peuple conscient, démocrate, républicain et surtout un peuple de gratitude. Boubèye, en tant que Premier ministre, qui est le responsable qui doit gérer la politique du gouvernement et l'engagement qu'il a pris devant les élus de la nation, en prenant en compte les préoccupations du peuple malien, il n'a pas pu le régler. Alors s'il n'arrive pas à le régler, la situation est très claire, il fallait créer les conditions pour le faire partir. Oui. Le peuple malien, dans l'unanimité, et plus de 117 députés ont juré sur le Coran pour le faire partir. IBK était obligé de s'énerver contre les députés. IBK, à un moment donné, a dit, même si c'est le coup d'État, j'accepte le principe, mais IBK était ensorcelé par Soumaïlou Boubèye Maïga qui ne comprenait absolument rien. Il fallait le retirer de cette situation. Le peuple, nous avons accepté de prendre IBK et l'enlever dans ça. Il y a un début de satisfaction, de décrispation de la situation. Au moins, parce qu'au moins, il a été le problème de tout le monde. Il a été le problème de tout le monde, il n'a rien réglé, il ne peut rien régler. Et donc nous sommes réjouis de cela, de sa démission qu'il quitte. On verra, il n'est pas le seul Malien. Ce n'est pas un super-homme. Il y a d'autres Maliens qui peuvent faire ça, qui peuvent fédérer les actions, qui peuvent fédérer les Maliens, qui peuvent regrouper les Maliens pour les salir dans un outil commun, pour la paix et la sécurité. La Cour de cassation annule la décision du tribunal de paix.
Pour les partisans de Moïse Katumbi, c'est la preuve qu'il s'agissait d'une affaire politique. Un premier pas vers le retour au pays de l'opposant congolais. Depuis le début, Moïse Katumbi a toujours clamé son innocence dans cette affaire de spoliation d'immeubles. La Cour de cassation est allée dans son sens et a annulé la décision du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi. Celui-ci avait condamné Moïse Katumbi à 3 ans de prison et à des dommages et intérêts de $1 million. La Cour de cassation a rendu un arrêt et au terme de cet arrêt, ils ont annulé purement et simplement la décision du tribunal de paix de Lubumbashi-Kamalondo qui avait condamné notre client Moïse Katumbi à 3 ans de prison avec arrestation immédiate. Aux yeux des partisans et des avocats de l'ancien gouverneur, la justice reconnaît qu'il s'agit d'une affaire politique pour l'empêcher de postuler à la présidentielle de décembre 2018. Reste l'affaire des mercenaires qui lui avait également été imputée. Elle n'inquiète pas Maître Barthélémy Mumba, pour qui la justice libérée des pressions et des influences maléfiques va dire le droit et va encore donner raison à Moïse Katumbi en disant que c'est une fausse affaire de mercenaires. Il espère que son client sera bientôt totalement libre et pourra venir contribuer au développement du pays. Conclusion de Moïse Katumbi joint au téléphone. L'arrêt de la Cour de cassation est intervenu le vendredi saint. Pour le chrétien catholique que je suis, cela est très significatif. Allons à présent en Libye où le gouvernement d'union nationale a émis un mandat d'arrêt contre le maréchal Haftar à l'origine d'une offensive militaire destinée à prendre le contrôle de Tripoli, la capitale. Cette offensive a entraîné, d'après les Nations Unies, la mort de plus de 205 personnes et fait 913 blessés en 2 semaines. Ces derniers jours, la violence est montée d'un cran dans le pays et l'ONU met en garde contre un embrasement généralisé de la situation sécuritaire. Lancée le 4 avril dernier, l'offensive militaire du maréchal Haftar en Libye a consisté en des accrochages quotidiens, pour l'instant circonscrits à certains quartiers de la banlieue sud de Tripoli. Destinée à prendre le contrôle de la capitale libyenne, cette offensive a pris de l'ampleur ces derniers jours, d'après les humanitaires qui opèrent sur le terrain. En 2 semaines, elle a coûté la vie à plus de 205 personnes, tandis que 913 autres ont été blessés. Certaines sources soutiennent par ailleurs que les violences laissent peu de répit aux civils des quartiers sud de Tripoli. Le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU précise que les gens ont peur, ils sont confrontés à un combat qui persiste, un combat qui se passe dans les quartiers autour d'eux. Les quartiers les plus touchés sont Abu Salim, Ain Zara, Al-Rabi ou encore Al-Swani. Tous situés à plusieurs kilomètres du centre-ville, dont certains à cheval entre la capitale et sa banlieue. Face à ce spectacle désolant, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a émis un mandat d'arrêt contre Khalifa Haftar. Pour sa part, l'émissaire de l'ONU en Libye a mis en garde contre un embrasement généralisé de la situation sécuritaire. À l'en croire, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj œuvre pour le lancement d'un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale à l'encontre de Khalifa Haftar, accusé de crimes de guerre. Des gilets jaunes sur la place des martyrs de Tripoli en Libye. Quelques milliers de personnes vêtues parfois du célèbre vêtement fluorescent manifestent pour dénoncer l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar et la France qu'ils accusent de le soutenir. Sur l'emblématique esplanade de la capitale libyenne, des points jaunes constellent la masse verte, rouge, noire des drapeaux libyens de toute taille brandis par les manifestants. Comme mardi, les partisans des forces loyales au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnus par la communauté internationale, se sont rassemblés pour crier leur opposition au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. Ce dernier a lancé le 4 avril une offensive sur Tripoli. Son autoproclamée armée nationale libyenne affronte depuis
Les forces du JNA aux portes de la ville. Les Gilets jaunes entrent dans la danse pour dénoncer l'offensive d'Haftar et la France. Aujourd'hui, sur la place des Martyrs, nous soutenons les héros de nos forces armées participant aux opérations militaires contre l'invasion des gangs dirigés par le terroriste Khalifa Haftar. Nous disons non à la loi militaire et non à une loi individuelle, mais oui à un État civil. Place des Martyrs, nous rejetons le crime commis par le criminel de guerre Haftar contre la militarisation de l'État et contre le ciblage de civils à l'aide de bombes et de missiles aveugles. Nous appelons à un État civil si Dieu le veut. En effet, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, a accusé le 18 avril la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces ont lancé un assaut contre la capitale Tripoli. Immédiatement, la France a refuté les accusations complètement infondées du ministère libyen de l'Intérieur. La France soutient le gouvernement légitime du Premier ministre Fayez al-Sarraj et la médiation de l'ONU pour une solution politique inclusive en Libye, a souligné la présidence française. Sur le terrain, les combats se poursuivent, mais pour le moment, les forces fidèles du gouvernement d'union nationale sont parvenues à contenir l'offensive avec l'aide des milices de l'Ouest. Et puis, hors du continent africain, la ville d'Athènes en Grèce a installé sa première statue d'Alexandre le Grand. C'est dans le cadre d'un projet datant des années 1990, mais qui se débattait depuis dans les méandres de la politique et surtout de la bureaucratie. La statue a été placée sur une avenue du centre de la ville. Rond de 3,5 mètres et entièrement taillée dans du bronze, la statue d'Alexandre le Grand trône sur une avenue au centre d'Athènes face à une statue de Lord Byron. Il s'agit d'un chef-d'œuvre terminé en 1972 et acquise par l'État grec en 1992, à un moment où les sentiments nationalistes étaient particulièrement exacerbés face à la revendication du nom de Macédoine par l'ex-République yougoslave nouvellement indépendante. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous mettons en valeur le patrimoine culturel de notre ville, tout en respectant une obligation que la municipalité s'est engagée à respecter depuis de nombreuses années. Né au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la région de Macédoine, Alexandre le Grand est un roi guerrier dont les conquêtes allaient de l'Afrique à l'Inde. Un roi dont l'héritage a été disputé pendant des années entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine. Les deux gouvernements sont finalement arrivés à un accord en février dernier, l'ex-République yougoslave prenant le nom de Macédoine du Nord, tandis que le seul nom de Macédoine désigne la région grecque. En ce mois d'avril, la Macédoine du Nord a changé le nom d'un aéroport et d'une autoroute, tous deux nommés Alexandre le Grand, comme son plus grand stade de football, anciennement appelé Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end pascal à toutes et à tous.